Bien, merci à tous d'être venus à ces premières rencontres du climat organisées par Getlink. Je vous remercie beaucoup. Et je vais vous expliquer un petit peu comment cette matinée va se passer. Donc, il va y avoir d'abord une présentation faite par Ulrich Hege sur les failles de la notation ESG. Tout un travail, il va nous faire le compte-rendu de tout un travail qu'il a mené, un travail académique qu'il a mené sur le sujet. Ensuite, nous débattrons avec les différents intervenants que je vais vous présenter sur ce sujet. Et puis, vous aurez ensuite le temps de poser des questions à nos experts et de débattre avec eux. Je pense que vous avez beaucoup de questions sur ce sujet si vous êtes venus ce matin. Voilà. Je vous présente les intervenants. En commençant par Delphine Damarzit, puisque c'est la seule femme présente, qui est donc inspectrice des finances, qui a été secrétaire générale du Club de Paris, membre du cabinet de Francis Mers, Nicolas Sarkozy, Thierry Breton, conseillère économique de François Fillon à Matignon de 2007 à 2009, secrétaire générale du groupe Canal+, directrice générale déléguée d'Orange Bank et enfin PDG d'Euronext Paris, membre du directoire d'Euronext Europe, si j'ose dire, de la vraie société Euronext, et administratrice de Thales. Ensuite, Christian Gaulier, qu'on pourrait ne pas présenter, mais qui est donc diplômé de mathématiques appliquées à Louvain, si je ne me trompe, d'un doctorat d'économie également à Louvain, professeur invité au département d'économie de Columbia. Vous êtes membre de la commission d'experts sur les grands défis économiques chargée d'émettre des recommandations au président de la République pour surmonter les grands défis liés au climat. Vous avez obtenu des nombreuses récompenses, le prix Paul Samuelson, le prix Risque les Échos pour votre livre The Economic of Risk on Time, publié en 2001. Vous êtes le lauréat des prix Ernst Mayr et Royal Belge également. Et vous êtes directeur général de la Toulouse School of Economics, que vous avez cofondé avec Jean Tirole en 2007. Voilà. Yann Lerich, Ulrich Hege, vous avez une maîtrise en économie de l'Université de Francfort, un doctorat de l'Université de Princeton. Vous êtes vous avez été professeur et doyen associé à HEC, professeur à l'Université de Tilburg aux Pays-Bas et à l'ESSEC. Et vous êtes maintenant professeur à la Toulouse School of Economics depuis 2016. Vous avez été directeur de la Toulouse School of Economics et vice-président. Enfin, Yann Lerich, qu'on pourrait également ne pas présenter, polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées, diplômé du Collège des ingénieurs et de Subdeco Europe, directeur de projets infrastructures routières puis de construction. Et, vous avez occupé différentes fonctions chez Bombardier Transport, responsable de la direction des systèmes de transport. En 2008, vous avez intégré Transdev. Vous avez dirigé plusieurs filiales, notamment la filiale allemande, puis la filiale américaine. Et vous avez rejoint Getlink en 2020 comme directeur général. Et c'est à vous que je laisse maintenant la parole pour expliquer un petit peu pourquoi vous avez choisi de faire ces rencontres. Merci Yves, bonjour à tous et bienvenue. On est très heureux de vous avoir ici tous ce matin. On a même dû refuser pas mal de monde, donc on est content que le live ait pu s'organiser en parallèle. Alors quelques mots sur Getlink, on ne nous connaît pas toujours très bien. Getlink, c'est 4 activités principales. Le tunnel sous la Manche, Eurotunnel, avec son infrastructure et puis ses navettes ferroviaires qui transportent des camions et des véhicules de tourisme. C'est également Europort, un des leaders du fret en France, fret ferroviaire et en Europe également. C'est Electlink, une interconnexion électrique de haute tension entre la France et la Grande-Bretagne, et puis aussi CIFCO, un centre de formation au métier du ferroviaire. Voilà, et tout ça fait un groupe OSBF 120
qui a la particularité d'avoir des activités qui sont globalement déjà toutes vertes. Et donc, vous pourriez vous demander pourquoi est-ce qu'on s'est senti la volonté d'organiser ces rencontres qui vont parler de climat alors que les choses sont plutôt favorables chez nous. Alors, on l'a fait sur la base de deux constats ou deux convictions. La première étant que les entreprises ont un rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, on veut faire notre part du travail comme les autres et donc nous inscrire dans une logique qui va nous amener à des émissions net zéro, premier point. Deuxième point, la lutte contre le réchauffement climatique a un coût. Et donc, évidemment, en tant qu'entreprise, on veut limiter ce coût au maximum et on veut avoir l'impact maximum avec les investissements qu'on fait. Or, quand on regarde l'ensemble des textes, réglementations ou notations, on voit bien qu'il y a beaucoup de schémas qui nous amèneraient à prendre des décisions qui sont mauvaises pour le climat. Alors, je donne un exemple très rapidement pour que tout ça soit très concret. Si une voiture traverse la Manche avec un de nos trains électriques, elle émet 1 de CO2. La même voiture ou une autre voiture qui prendrait le ferry à côté émet 73. Et donc, ces deux voitures au total font 1 plus 73, ça fait 74. Si la deuxième voiture, au lieu de prendre le ferry, traverse avec nous, ça fait 2 chez nous, puisqu'on a 2 voitures, ça fait 0 chez les ferries, ça fait un total de 2. Donc on est passé d'une situation où pour la planète, on avait 74 d'émissions, on n'a plus que 2. Oui, sauf que pour Getlink, on est passé de 1 d'émissions à 2. Or, vous le savez, l'ensemble des notations carbone regarde notre score, notre trajectoire par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se compare par rapport à une année de référence de la même entreprise. Et donc, dans ce cas-là, la deuxième voiture qui vient chez nous, c'est très mauvais pour notre trajectoire carbone. Et donc, ce genre de constat et de problèmes nous a amené à nous adresser aux meilleurs économistes de la planète, la Toulouse School Economics, pour essayer de comprendre si on raisonnait mal. En l'occurrence, ils nous ont dit que non sur ce schéma, et d'adresser d'autres questions du même type. Et donc, c'est voilà, à la suite de ces travaux qu'on commencé il y a 2 ans maintenant, qui nous ont amené à créer une chaire ensemble il y a 1 an maintenant, qu'on a décidé de partager avec nos pairs une partie des conclusions des travaux qu'on a menés ensemble, donc entreprise, université, et d'y associer les meilleurs experts. Donc Delphine, aujourd'hui, est parmi nous pour cette raison-là, pour voilà, vous faire part de nos conclusions, partager avec vous et puis recevoir votre feedback pour essayer d'avancer dans la bonne direction. Merci beaucoup Yann. Et donc, comme vous l'avez dit, vous avez contribué largement à ces premiers travaux sur la notation ESG, travaux que Ulrich Egge a largement menés et dont il va nous donner tout de suite un compte-rendu sur ces travaux sur les failles de la notation ESG. Bonjour. À TSE, je dirige une initiative, the Initiative for Effective Corporate Climate Action, qui fonctionne à peu près comme une chaire. Et nous sommes très heureux d'avoir avec Getlink un acteur comme partenaire de cette initiative, un acteur de l'économie réelle et de surcroît un acteur dans les secteurs de transport qui est probablement les secteurs le plus difficiles à décarboner. Par Effective Corporate Climate Action, nous comprenons tous les leviers d'action des entreprises à les décarboner. Les reporting, les initiatives prix internes de carbone, la gestion de leur chaîne logistique, etc. Donc, l'initiative fait des activités multiples, des recherches, des réflexions, des notes de tribune, des formations continues, aussi l'impulsion pour nos sociétés et celle des autres à travers des cas. Donc, je vous donne juste quelques pistes qui sont aussi résumées dans la note que vous avez reçue. Il convient, avec tout le débat sur les notations ESG ou non, de rappeler qu'ils sont utiles. Donc, les investisseurs, pour qu'ils puissent jouer un rôle utile dans la gouvernance sur les performances ESG des entreprises, ont besoin d'une information précise et fiable. Et aujourd'hui, les notations ESG, malgré toutes les controverses, sont quand même l'outil principal pour fournir cette information. Puisqu'il s'agit d'une information, on souhaiterait que cette information soit précise, complète, transparente et fournie par des acteurs qui ont intérêt à le faire parce qu'ils ont donc un retour suffisant pour le faire. Les secteurs aujourd'hui
un secteur, donc les secteurs de la notation ESG est un secteur avec des multiples acteurs, dont à peu près 8 très grands qui sont intégrés souvent avec d'autres activités de l'information financière ou de la notation comme la notation des crédits. Et un secteur qui est évalué à un chiffre d'affaires de 1 milliard, donc 60% en Europe. Et donc, pour revenir, donc c'est les failles. Et donc, j'ai fait une revue de la littérature où on est aujourd'hui, ce qu'on sait sur le fonctionnement des notations et donc les défauts qu'elle a. Et donc, de manière très subjective et bien sûr incomplet, donc j'ai identifié 5 failles. La première, c'est celle de la divergence. Donc, les notations ne convergent pas sur une entreprise. Il y a une faible corrélation, des coefficients de corrélation qui sont autour de 0,3 à 0,6, qui est très faible par rapport à la notation des crédits, par exemple. On n'observe pas, les chercheurs nous le disent, donc une tendance vers plus de conformité, plus de convergence. Et il paraît que ces divergences sont plus dues au fait que les mêmes critères ESG, sur lesquels les notations développent des indicateurs individuels sont dus à les mesures différentes des indicateurs ne donnent pas les mêmes et pas aux différences que les uns tiennent compte des indicateurs que les autres ne font pas. Donc, deuxième faille, celle de l'opacité. Donc, les fournisseurs de l'information ne donnent pas l'information désagrégée sur tous les 5 indicateurs, notamment comment ils arrivent à les mesurer, comment ils agrègent l'information, comment ils les pondèrent. Et les fournisseurs n'ont pas l'intérêt à le faire parce qu'ils vendent l'information à leurs clients. Donc, les fournisseurs de l'information ont intérêt à les vendre à un plus grand nombre de clients payants. Et donc, trop de transparence donnerait des possibilités de répliquer leurs indices. Donc, troisième faille, celle de la pertinence. Par exemple, on trouve que si on considère les notations par rapport à d'autres mesures qui devraient capter les sérieux d'une entreprise par rapport à son engagement ESG, comme ses engagements du type PRI, donc que la corrélation est quand même assez faible. Ou la corrélation avec est-ce qu'une bonne note ESG prédit une faible occurrence des controverses, des conflits autour de l'ESG, donc il y a absence de corrélation très, très forte. En revanche, on trouve que les notations ont une corrélation avec d'autres mesures caractéristiques de l'entreprise. Une entreprise plus grande ou une entreprise avec moins de risques a une plus grande chance d'avoir une bonne note ESG, même si ces critères ne devraient a priori pas avoir un lien direct avec la performance ESG de l'entreprise. Quatrième faille, celle des conflits d'intérêts. Donc, puisque les agences de notation sont de plus en plus intégrées, on trouve par exemple que ceux qui fournissent aussi des indices ESG ont une tendance que leur notation ESG donne une bonne performance de leur propre indice ESG, ou bien que les entreprises affiliées aux fournisseurs des notations sont très bien notées. Et puis, les effets pervers, Yann Leriche en a parlé, c'est puisque les entreprises sous une pression d'améliorer leur score ESG, ils vont faire des actions qui améliorent la notation sans pour autant être très pertinent par rapport à la réalité des émissions des externalités. Par exemple, on a trouvé que les entreprises ont tendance à céder des actifs qui sont des actifs sales. Et bien sûr, ils réduisent leurs émissions, ils améliorent leur score, mais en net, ça n'apporte rien. On a trouvé aussi, si on regarde les émissions des entreprises qui ont été cédées sur le total des émissions. Pour conclure, est-ce qu'on peut espérer qu'il y a une tendance à la convergence entre les scores? Il y a certes des tendances qui pointent dans cette direction-là, comme celle d'une standardisation qui vient des réglementations du type FSDR ou taxonomie. Mais de l'autre côté, si on regarde ces secteurs-là, avec la multitude d'acteurs,
il est quand même très différent d'autres secteurs de l'information financière qui convergent très rapidement vers des oligopoles si vous regardez les notations de crédit. Donc ici, dans les notations, on a plus de tendance que voir que on peut toujours innover, trouver des nouvelles dimensions. Après tout, les préférences ESG sont très multidimensionnelles, sont en évolution. Ça crée de l'espace pour créer une nouvelle dimension et chacun peut garder la spécificité et de ce fait se protéger de devenir redondant par vis-à-vis et finalement un équilibre qui sert assez bien les acteurs dans cette industrie. Donc, pour avoir plus de conformité, il faut une action collective, soit des acteurs publics ou de l'industrie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ulrich. C'était très intéressant, cette présentation. Alors, vous avez un petit peu, dans le quatrième point, interpellé les indices. Et donc, je vais donner tout de suite la parole à Delphine Damarzit, parce que vous avez lancé des indices CAC ESG et puis CAC SBT 1,5. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer comment vous avez lancé ces indices? Pourquoi? Est-ce qu'ils répondaient à quelles attentes? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. C'est bon. Ça fonctionne, pardon. Oui, tout à fait. Alors, les premiers, donc Euronext, c'est une société qui est un groupe européen qui a rassemblé des groupes, mais parmi les différentes fonctions que nous faisons autour de l'activité boursière, il y a celle effectivement de fourniture d'indices pour laquelle nous sommes régulés. Et il nous a des historiques qui sont les plus connus. Et puis, on fait à la demande finalement de nos clients des indices spécifiques qui s'adossent, qui leur créent les produits dont ils ont besoin pour adosser leurs produits. Et le premier indice climat créé par Euronext, il remonte à 2008. C'est un indice adossé sur le Paris Line Benchmark. Et pendant très longtemps, donc on a pris comme toute entreprise, une vague de création de produits qui était notamment focalisée sur le ESG. Et un jour, nos clients, qui sont les grandes gestions d'actifs, se sont retournés vers nous et nous ont dit, nous, on a besoin, parce qu'on a nos propres stratégies, climat et ESG, de faire migrer nos actifs. Et pour ça, il nous faut des produits sur les indices historiques, sur les indices, notamment le CAC 40, parce qu'ils ont une valeur spécifique vis-à-vis de certains clients. Et si ces indices n'offrent pas soit une migration, soit une déclinaison vers l'objectif ESG, on n'y arrivera pas uniquement en créant des nouveaux indices qui vont venir chercher des stratégies. Donc on va continuer à faire les deux. C'est ça qui nous a conduit, après une réflexion assez longue qui a impliqué notre comité scientifique, à donc créer un CAC 40 ESG qui a été lancé en mars 2021. C'était au moment où j'arrivais, moi, chez Euronext Paris. Ça a pas mal déménagé, parce que ça a fait il y a eu beaucoup de débats avec nos émetteurs, on y reviendra sans doute. Voilà. Et assez rapidement ensuite, la demande, donc on verra aussi peut-être plus tard qu'est-ce que ça a pu faire bouger en fait comme ligne et quels sont les débats que ça inclut. Et assez rapidement, une question qui s'est posée pour des indices alignés climat de la même manière sur l'univers des grandes entreprises qui est le plus installé et le plus mobilisateur d'actifs. Très bien. Et alors. Christian Gaulier, c'est à vous que je vais donner la parole. Donc, vous connaissez bien évidemment Ulrich Hegge. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment la notation ESG tient compte ou pas d'un facteur qui est important, qu'on appelle l'utilité sociale? Alors, c'est un sujet passionnant. Hein. Je suis très heureux d'être membre du conseil scientifique d'Euronext qui réfléchit à ces questions de composition et d'organisation d'indices responsables. C'est un sujet super compliqué parce que c'est quoi la création de valeur de la finance? C'est quoi la création de valeur d'une entreprise? Alors, dans la théorie pure économique, à la Friedman, à la Adam Smith, le profit, c'est la mesure de la création de valeur sociale d'une activité économique.
dans un monde pur, mais le monde réel est assez différent de ce monde. En particulier, il y a une série d'activités réalisées par des entreprises qui ne se retrouvent pas dans les profits. L'exemple le plus simple, c'est effectivement le climat. Vous émettez du CO2, vous détruisez la planète, mais ça ne se retrouve pas dans vos profits de façon négative. Mais il y a aussi des activités qui créent des externalités positives. Vous faites de la R&D, vous allez produire des brevets, mais une partie de cette connaissance nouvelle va se diffuser de façon incontrôlée par vous, vous n'en tirez pas les profits, et donc vous créez là une externalité positive. Et donc les profits ne révèlent pas la création de valeur de l'entreprise, et donc un investisseur qui cherche à maximiser le rendement de son portefeuille sous une contrainte de risque va pas faire le bien de l'humanité parce qu'il n'intégrera pas dans cette rentabilité de l'entreprise les dimensions extra-financières de cette création de valeur. Donc voilà, c'est un problème. Effectivement, le monde de la finance n'est pas organisé aujourd'hui, ou n'était pas hier organisé, devrais-je dire, pour intégrer ces dimensions et faire le mieux qui est possible compte tenu de l'ensemble de ces choses. Ceci étant dit, on demande aujourd'hui beaucoup au monde de la finance. Moi, ma vision de ce problème, on en reparlera sans doute tout à l'heure, mais ce sont les États qui doivent modifier les règles de fonctionnement de notre société pour réaligner l'intérêt collectif, l'intérêt privé, en particulier l'intérêt des entreprises, en particulier l'intérêt des investisseurs, des épargnants, avec l'intérêt général. Aujourd'hui, les gouvernements ne font pas ça, notamment pour des raisons d'acceptabilité sociale. On pourrait parler du mouvement des Gilets jaunes. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on demande de plus en plus au monde de la finance, au monde de l'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de définir ce que c'est un comportement socialement responsable d'une entreprise. Je vais vous donner 3 exemples. Premier exemple, je l'aime particulièrement celui-là, c'est le problème de l'acier. Si vous voulez décarboner votre production d'acier aujourd'hui, vous doublez, voire triplez vos coûts de production. Et d'ailleurs, on n'a même pas encore une usine sidérurgique qui fonctionne de façon décarbonée. On imagine bien ce que c'est, on fait des projections, étant donné le coût de l'hydrogène, le coût de l'électricité verte. Même en Suède, ça fait plus que doubler les coûts de production de l'acier. Donc imaginez un activiste, un épargnant qui veut mettre son argent en disant « moi je veux contribuer par mon épargne à la production d'acier vert ». Demander à ArcelorMittal de doubler ses coûts de production alors que ses concurrents ne continuent à produire avec des hauts fourneaux, je ne vais pas vous faire un dessin. Le résultat, c'est la faillite de ArcelorMittal. Vous êtes responsable, mais vous êtes mort. Donc, ce n'est pas très, très utile. Deuxième exemple, le désinvestissement, le mouvement des investissements dont on entend parler depuis pas mal de temps, dont on ne voit pas vraiment les résultats en termes de coûts de capital des entreprises brunes. L'idée du désinvestissement, c'est bien effectivement de remplacer l'idée d'une tarification carbone par le fait que les entreprises irresponsables auraient des coûts du capital plus élevés parce que les épargnants et les investisseurs se détourneraient de ces actifs-là. On ne voit pas encore vraiment aujourd'hui la réalité de l'augmentation de ce coût du capital des entreprises qui ne se comportent pas bien. Et d'ailleurs, le revers de la même pièce du coût du capital, c'est le rendement des investissements. Ce rendement n'est pas plus élevé dans le monde brun que dans le monde vert. Et d'ailleurs, le désinvestissement ne fonctionne pas vraiment exactement comme je vous ai parlé il y a quelques instants des fuites de carbone industrielles, c'est-à-dire quand vous augmentez vos coûts pour être plus responsable, vous perdez des parts de marché et finalement vous transférez la production vers des entreprises brunes et le bénéfice net, c'est implicitement ce que Oulid a dit tout à l'heure, est égal à 0. De la même façon, une banque qui décide ou un fonds de pension qui décide de désinvestir d'une entreprise brune se fait remplacer par une autre banque qui n'a pas les mêmes motivations. Et donc le bénéfice net, il n'est pas très apparent. Puis finalement, je terminerai par là, je trouve qu'on a une vision du monde de la finance et de l'activisme vert, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est une idée générale que, en fait, on va pas demander.
et on voit bien ça dans plein de gouvernements de politique climatique aujourd'hui et de plein de comportements d'activistes. On ne va pas demander d'efforts aux consommateurs, on va demander des efforts aux entreprises. Sachant bien que finalement, l'augmentation des coûts des entreprises se trouve dans le prix des produits et donc dans le pouvoir d'achat des ménages. Mais l'idée qu'on va restreindre l'offre de produits carbonés pour résoudre le problème du climat, c'est se refaire la crise énergétique de 2022 à la puissance 10, quoi. Dire on ne va plus investir dans Total l'énergie, on ne va plus investir dans l'exploration de gisements pétroliers et des gisements gaziers, c'est dans 5 ou 10 ans réduire massivement l'offre de produits pétroliers gaziers en Europe et dans le monde, et ça veut dire une augmentation des prix. Enfin, je veux dire, le cartel de l'OPEP rêve de ça depuis des décennies, quoi, hein, et les activistes climatiques font ça. Et au lieu de, comme on le ferait avec une taxe carbone, aller remplir les caisses de l'État avec cette taxe, on va augmenter les prix des énergies fossiles en réduisant l'offre, et ça va augmenter, vous voyez, les profits extraordinaires du secteur des énergies fossiles en 2022, hein, venant de la raréfaction de l'offre. Eh bien, les activistes et le monde de la finance, en disant on va désinvestir de Total Énergie, on va désinvestir du monde d'énergie fossile, créer la crise de demain en augmentant les profits des entreprises du secteur pétrolier, en réduisant le pouvoir d'achat des ménages et en ne créant aucun moyen de lutter contre l'augmentation des inégalités que cela va produire. Donc on est dans cette problématique puissante, importante de la réflexion de qu'est-ce que c'est que la création de valeur des entreprises, et on résout le problème sans y penser, quoi. Il y a un besoin de connaissances scientifiques, et j'en profite pour remercier Getlink pour le soutien à la recherche à TSE sur ces sujets qui me semblent complètement cruciaux, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui veut aller de l'avant, mais on a été jusqu'à maintenant incapable de créer un consensus sur comment arriver à résoudre nos problèmes fondamentaux de soutenabilité de nos économies. Merci. C'est nous qui vous remercions, Christian Goulier, pour cette intervention absolument très intéressante. On y reviendra sûrement tout à l'heure. Et je vais donner maintenant la parole à Yann Lurich pour savoir un petit peu, en tant qu'entreprise notée, et comment est-ce qu'il perçoit justement cette notation. Vous êtes noté A par le CDP, je crois. Vous êtes aussi dans l'indice CAC ESG. Comment dire, de quelle manière cette notation et cette présence dans les indices répond aux attentes de vos investisseurs? Alors nous, on est un cas d'école, une illustration parfaite de ce qu'a dit Ouli d'abord et Christian après. C'est-à-dire que Ouli explique que la notation ESG est très largement imparfaite, et quand on regarde nos notations, selon les notes qu'on a, selon les agences, c'est très différent. On va de très très bon à moyen. On n'est pas mauvais, mais on a un écart qui est absolument gigantesque, qui fait que les investisseurs qui nous regardent en ne regardant qu'une seule de ces notations ont évidemment chacun une appréciation qui est extrêmement différente. Ça, pour les raisons intrinsèques qui ont été évoquées. Alors je vais en rajouter un. Je pense que même certaines agents de notation prennent plaisir à semer la confusion. On a eu il y a quelques semaines maintenant MSCI, que tout le monde connaît, qui a sorti un nouvel indicateur qu'ils ont appelé taxonomie, comme la taxonomie européenne. Alors, la taxonomie européenne, nous, on est aligné à 93%, score très, 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 très haut. Leur taxonomie n'a rien à voir avec la taxonomie européenne. Alors, je ne sais plus bien, c'est une histoire de production d'énergie renouvelable. Bref, sujet sur lesquels on n'est pas très haut. On produit peu d'énergie nous-mêmes. Donc, on était de l'ordre de 10%. Le téléphone a sonné toute la journée de tous nos investisseurs nous disant « Mais comment ça se fait ? Vous nous avez dit, vous communiquez sur le fait que vous êtes à 93. Et là, tout d'un coup, MSCI nous dit que vous êtes à 10. Où est le problème ? Est-ce que nous avez menti ?» Donc, bon, bref, on comprend bien la confusion et les problèmes que ça peut créer. Alors, je rebondis aussi ce qu'a dit Christian, parce que la question du coût du capital est fondamentale. On peut avoir un peu l'impression qu'il y a un problème de notation ESG et que finalement on est dans un monde binaire où il y a la finance d'un côté qu'on connaît, qu'on maîtrise depuis longtemps et qui est assez mature, et puis il y a un nouveau domaine, l'ESG, qui l'est beaucoup moins, que ses notations, c'est plus compliqué, on ne sait pas bien. En réalité, les deux
fonctionnent ensemble. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des poches d'investissement qui vont choisir d'aller sur des entreprises vertueuses et d'autres pour lesquelles c'est égal, eh bien évidemment, le modèle d'évaluation des actifs financiers tel qu'on l'apprend dans le livre de finances ne fonctionne plus. Le MEDAF. Et donc, on se retrouve avec un coût du capital. Et là, c'est très financier. Et donc, comment on crée de la valeur, il faut avoir des retours qui soient supérieurs à notre coût du capital. Et donc, il est important de connaître notre coût du capital. Bon, et bien là aussi, quand on regarde, on a 2 brokers, nous récemment, Odo et Société Générale pour ne pas les citer, qui nous ont pour l'un réduit notre WACC de 0,8 et l'autre de 0,4 parce qu'on est vert, sans fondement théorique. Alors même si la science a un peu avancé sur le sujet, en réalité, ce n'est pas tellement sorti des laboratoires des universités pour l'instant. C'est peu pratiqué. Et donc, on se retrouve avec un coût du capital incertain, ce qui a un impact direct, nous, sur nos décisions d'investissement. Les projets, quand il faut les benchmarker par rapport à leur capacité à créer un retour, quel est notre coût du capital? Aujourd'hui, on est un peu sans fondement théorique, sans règles et évidemment dans une vraie incertitude, ce qui pose un vrai problème au quotidien pour gérer une entreprise. Et Yann, c'est un sujet, est-ce que c'est un sujet avec dont vous parlez avec vos principaux actionnaires? Vous avez 2 principaux actionnaires, le groupe Eiffage, la famille Benetton. Vous avez aussi beaucoup d'actionnaires institutionnels. Quand vous rencontrez lors de vos tournées investisseurs, justement, ces actionnaires, qu'est-ce qui vous dit sur ce sujet-là? Parce que vous augmentez de facto votre coût du capital, comme vous le dites. Alors nous, on peut réduire notre coût du capital en ayant effectivement des notations ESG qui sont bonnes et puis une réalité ESG qui est bonne. Au-delà de la notation, ce qu'il faut regarder, c'est les fondamentaux. Donc on a la chance d'avoir des relations étroites avec nos principaux investisseurs. Donc on rentre dans le détail des choses, on ne se contente pas des notations. Néanmoins, c'est vrai que cette incertitude amène à des débats qu'on préfère ne pas avoir. J'en profite d'ailleurs pour lancer un appel à la place de Paris, alors incluant Toulouse, mais il faudrait qu'on sache aller plus loin dans les modèles aujourd'hui financiers, parce que je le répète, une fois qu'on a fait le constat très très bien que quand on est vertueux d'un point de vue ESG, on doit avoir un coût du capital qui est plus faible, et donc un retour attendu, un plus faible aussi. Il faut bien voir les 2 faces de la même pièce. Bon, comment on fait concrètement? Concrètement, on a ou le MEDAF qui est bien connu de tout le monde, qu'on sait calculer, qu'on sait utiliser, mais dont on sait qu'il est faux. Et puis l'alternative aujourd'hui, c'est des publications scientifiques qui ne sont pas sorties, je le disais, des laboratoires. Et donc il est temps, et ce serait super que la France se saisisse la première de ce sujet-là, pour établir des modèles, alors peut-être pas parfaits tout de suite, mais en tout cas un peu moins faux que ceux qu'on a aujourd'hui, pour être capable de refaire de la finance qui va dire quelque chose. Oui, bien sûr, bien sûr. Le micro fonctionne. Ah oui, Voilà. ça va. Oui, je prends la balle au bon. La théorie économique nous dit ce qu'il faudrait faire. À cheval avec le monde de la finance, c'est au fond, comme je le disais tout à l'heure, le profit n'intègre pas toutes les dimensions de création de valeur de l'entreprise, parce que plein de ces activités engendrent des impacts qui ne sont pas valorisés, et l'exemple du carbone, c'est celui que je veux prendre, c'est celui que je connais le mieux. Pourquoi ne pas réintégrer dans le profit réel, la vraie création de valeur de l'entreprise, soustraire au profit de l'entreprise la valeur actuelle du flou, pour le profit plutôt que valeur, la valeur des émissions de CO2 réalisées par l'entreprise durant l'année. Maintenant, on a, et je pense que c'est important ce que vous vouliez rappeler tout à l'heure, c'est qu'on a maintenant les mesures pour la plupart des grandes entreprises cotées en bourse. On a la mesure des émissions de CO2. Alors, on peut discuter de savoir si c'est... est-ce qu'on prend en compte aussi les émissions de CO2 en amont et en aval de la chaîne de valeur? C'est des beaux sujets, mais je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, sauf si vous posez des questions là-dessus. Mais voilà, intégrons dans la rentabilité sociétale de l'entreprise
de société sociale, devrais-je dire, en soustrayant du profit de la valeur des dommages. Donc il faut mettre une valeur sur le CO2. Hein. Combien ça engendre, quelle est la perte de bien-être engendrée par les émissions de CO2 d'une entreprise? Les économistes travaillent là-dessus depuis 20 ans ou 30 ans maintenant. Un prix Nobel d'économie 2018, William Nordhaus, qui a reçu le prix Nobel précisément sur ce sujet-là. Donc on pourrait mesurer la création de valeur sociale dans l'entreprise en soustrayant du profit la valeur des émissions de CO2 et réutiliser MEDAF, mais en corrigeant, en ne prenant plus la rentabilité financière, mais la rentabilité intégrant la valeur des externalités positives et négatives de l'entreprise et choisir le portefeuille qui intègre ces dimensions-là. Ça a un coût pour l'investisseur parce qu'évidemment, il doit reconnaître qu'une partie de la rentabilité de son portefeuille, ça va dans l'humanité qui va avoir des bénéfices en termes de réduction des émissions de CO2, en termes d'impact plus faible du climat. Mais ça c'est pas, ça fait 10 ans que j'essaie de vendre cette idée aux investisseurs institutionnels ou à Euronext pour créer un indice 1.5. Pour un indice 1.5, ce qu'on pourrait faire, c'est, au lieu de prendre le CAC 40 en ayant, enfin le CAC 60 et puis en soustrayant des entreprises qui n'ont pas de bons indices d'émissions de CO2, moi ce que je propose de faire, c'est reprendre l'ensemble des entreprises cotées par Euronext sur la bourse de Paris, reprendre les 40 plus grandes capitalisations boursières de ces entreprises, mais capitalisation boursière, déduction faite de la valeur présente du flux de CO2 étant donné le stock de capital, la structure de capital de l'entreprise en question. Ça, ce n'est pas très compliqué à faire, c'est complètement transparent et ça donne exactement la bonne incitation. Parce que l'entreprise aujourd'hui qui déciderait de modifier la structure de son capital pour être plus vert aurait immédiatement une augmentation de sa capitalisation nette de ses émissions de CO2 et donc une intégration possible avec tous les bénéfices que ça implique dans un indice CAC 40 1.5. Bien, alors Delphine Damarzit, vous avez du travail parce que vous avez été interpellé à la fois par Christian Gaulier à l'instant et par Yann Le Riche avec son appel à la place de Paris. Donc je vous laisse réagir. Parole est à la défense. Non, mais je savais où je venais, hein, je vous rassure. Voilà, tout va bien. Écoutez, c'est un débat extrêmement stimulant. Puis comme vous voyez, on ne refuse pas le débat, on l'intègre même dans nos réflexions. Donc on en a parlé pendant des heures. C'est vrai que c'est une assez grande frustration. La finance est un lieu qui a besoin de simplifier les choses. Et en les simplifiant, forcément, on perd une partie des objectifs. Et c'est sûr que le secteur financier ne peut pas tout réintégrer tout seul. Hein, donc ça, c'est une des limites. Et donc, il y a énormément de choses qui ont été dites, auxquelles on est confronté. Ce que je vais peut-être essayer de faire partager, c'est comment chez Euronext, on essaye d'être le plus ouvert possible et le plus... justement ouvert à la réflexion. Qu'est-ce qu'on a fait comme choix et qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on a fait un choix effectivement de ne pas produire nos notes nous-mêmes, en ayant la conscience que c'était très lourd et puis peut-être un enfermement par rapport à des matières qui n'étaient pas encore arrêtées. Donc on est en architecture ouverte et lorsqu'on crée un indice, on réfléchit en interne, on réfléchit avec nos experts scientifiques selon les typologies d'indices. On a des comités où on est, ou pas forcément pour des plus petits indices. Et on développe un cahier des charges, on consulte et on va sélectionner je vais sortir le mot en anglais, désolé, des providers de données, des fournisseurs de données. Voilà, merci. Donc on a cette architecture ouverte qui nous permet de stimuler, on va dire, l'écosystème de producteurs de données et choisir. Et alors on ne change pas tous les 4 matins, mais ça fait partie d'une des forces finalement qui est la nôtre. L'autre chose qui est spécifique, c'est que donc quand on produit des indices, on a une réglementation spécifique et évidemment, elle n'est pas négociée avec les émetteurs. Ça, c'est une des lignes rouges fortes. En revanche, on est un acteur fortement inséré dans l'écosystème des émetteurs et donc on a un dialogue avec eux en amont ou à côté. Et on a cette réputation, ce besoin de prendre en compte leurs problématiques qui fait qu'on a beaucoup poussé pour une clarification des méthodologies, pour un dialogue accru entre les agences de notation et les émetteurs, leur donner accès à la compréhension de ce qui aboutit aux notations. Donc c'est pas
pas toujours évident, puisqu'il y a toutes ces règles qui font qu'on ne doit pas mélanger les genres, mais on l'intègre plus. Donc quand Yann tout à l'heure citait des problèmes de mélange des genres dans les terminologies, c'est des choses chez Euronext qu'on ne peut pas se permettre, parce que, entre guillemets, le téléphone va sonner immédiatement, et on est confronté à ce besoin d'avoir une clarté. Donc ça a été vraiment le cas, tout un apprentissage, y compris pour nous sur le CAC 40 ESG. On a eu avec Moody's, qui est donc l'ancien Vigeo Eiris, qui est le fournisseur pour cet indice, tout un dialogue, et par exemple, on a aligné les processus, parce que on avait décidé d'utiliser leur notation en ayant beaucoup discuté avec eux, mais ils produisaient leurs notes à des moments différents. Et donc on se retrouvait, nous, avec un indice extrêmement visible et des entreprises qui intégraient des notes qui avaient des anciennetés assez variables. Donc ça, on s'est rendu compte que c'était un problème de crédibilité commune, qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Donc Vigeo a réaménagé son processus pour que, à défaut que les notes soient parfaitement consensuelles chez les émetteurs, ça ne pourra pas se faire, mais au moins elles aient la même fraîcheur. Voilà, c'est un exemple de choses parmi d'autres. Après, c'est vrai, on est dans un monde dans lequel Eric parlait d'effet pervers, mais c'est la phase de l'incitation. Quelle est l'incitation qu'on donne? Le grand truc des économistes, c'est de dire attention, s'il y a une incitation, les agents réagissent aux incitations économiques. Alors, est-ce qu'ils réagissent complètement sur le coût du capital? C'est encore incertain, parce que ça dépend aussi d'une économie ouverte sur d'autres phases du monde qui n'ont pas toute la même vision que l'Europe. Et puis un coût du capital qui a été très faible pendant un certain temps. En tout cas, le coût de l'argent était très faible. Maintenant, il devient plus rare. Donc peut-être qu'il y aura plus de réactivité, plus d'impact. Mais il y a ces réactions à ces incitations. Et nous, on est au milieu de tout ça, effectivement. Donc on a certains indices qui vont être calibrés sur une certaine attente. Par exemple, le SBT 1.5, la demande des clients, c'était un indice dynamique qui allait effectivement s'intéresser aux trajectoires. Voilà. Il y a des indices qui mesurent la température qui peuvent être plus statiques. Et les deux ont un intérêt selon ce qu'on poursuit. Hein. Et quand on a essayé, nous, d'insuffler quelque chose là-dedans, dans le débat qu'on avait avec nos clients, qui parfois ont des attentes très claires, hein, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas avoir un dialogue et une influence. Quand ils nous disent on ne veut pas tel ou tel... par exemple... lorsqu'on a construit le CAC 40 ESG, en France, il y avait un consensus assez clair sur certaines choses. Ensuite, on l'a décliné dans d'autres pays. Et on s'est rendu compte qu'on avait des préférences locales. Les débuts des débats sur le MIB, qui est l'indice de Milan, commençaient par dire « Ah, mais nous, le nucléaire, on n'en veut pas ». Ah, bon. Les équipes parisiennes n'avaient pas forcément anticipé ça. Ça a été une discussion assez intense. Je vous laisserai regarder le résultat. Mais toutes ces choses-là sont finalement, entre guillemets, politiques dans un sens presque économique. Et donc, si on essaye de faire quelque chose, par exemple, c'est d'avoir... Il faut accepter un certain niveau d'exclusion, parce qu'il y a ces choses qui sont des no-go sinon pour nos clients. Et on les a vraiment essayé de les limiter le plus possible à des choses complètement consensuelles et qui sont actées maintenant, les exclusions tabac, les exclusions charbon, les exclusions sur des armes non conventionnelles, par exemple. Mais ne pas rentrer trop dans une logique qui va faire de l'exclusion un alpha et un oméga de finalement une certaine paresse de la discussion. Après, on a le sujet que citait Yann, c'est-à-dire que l'entreprise qui est déjà verte et qui dit « mais moi, je ne peux pas davantage me verdir. Tout ce que je peux faire, c'est croître pour augmenter le gâteau de ce qui est vert. Donc, ne me mettez pas l'incitation inverse. » Et puis, à contrario, des gens qui disent, si on se contente d'avoir dans les indices entreprises déjà vertes, on ne fera pas la transition. Et cette réconciliation-là, c'est sûr que c'est compliqué de créer le produit qui va tout seul l'enclencher. Et qu'il nous faut effectivement des prix publics pour améliorer ça. Voilà, donc on fait notre part, on essaie de le faire de la manière la plus transparente, la plus active, la plus ouverte à la discussion, ce qui est déjà pas mal, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de producteurs d'indices, vous ne pouvez pas trouver un numéro de téléphone, parce que, entre guillemets, c'est une manière de se protéger en disant je ne peux parler à personne. Nous, on est... alors je ne veux pas non plus avoir les appels de toute la salle, mais on comprend qu'on est au milieu d'une dynamique complexe d'incitation et qu'on doit répondre. Donc, je vais tout de suite avoir Christian qui a sauté sur son micro. Non, on va d'abord donner la parole à Yann pour qu'il réagisse justement et qu'il nous dise comment un petit peu les émetteurs peuvent contribuer à améliorer la notation ESG.
Je pense qu'il est intéressant, quand on parle de notation ESG, de faire ce qu'a commencé à faire Christian, à séparer le climat du reste des éléments ESG, puisque finalement le climat, on a de la chance. On parle de CO2 ou CO2 équivalent, et donc on sait le mesurer physiquement, la quantité. Et puis on ne sait pas tout à fait lui donner un prix, mais enfin, bon, il y a quand même beaucoup de recherches, il n'y a pas un vrai consensus, mais si on est entre 100 et 200 euros la tonne, a priori, on ne se trompe pas trop, et donc sur ces éléments, on doit pouvoir faire des choses qui vont plus loin assez vite, alors que sur le reste, on voit bien que c'est plus compliqué, c'est multidimensionnel. On revient à ce que disait Oli tout à l'heure, l'innovation ne fait que s'accélérer et créer de la volatilité. D'ailleurs, je voudrais saluer un des pionniers qui est là-bas, Vincent Auriac, qui est tout au bout et qui est le patron d'Axilia, qui a eu l'idée que tu citais, Christian, tout à l'heure, qui est de dire, c'est assez facile finalement de regarder le compte de résultat des entreprises, d'enlever de leur coût opérationnel leur facture carbone, et puis de recalculer donc un EBITDA ou un résultat opérationnel, et puis en faisant une règle de 3, de retravailler sur leur valorisation et de recréer. Donc ça s'appelle l'indice vérité 40, que je vous invite à regarder. Et d'ailleurs, nous-mêmes, dans une logique assez comparable à celle-là, on va publier des chiffres complémentaires. Donc, pour répondre à votre question, ça c'est simple, c'est assez inattaquable et c'est très transparent. Donc la façon dont nous-mêmes on va faire notre part du travail, c'est pas de rajouter sans arrêt et d'innover sur des indicateurs très très compliqués finalement qui viennent plus rajouter du bruit. On aimerait bien que la normalisation vienne apporter un peu d'ordre dans ces notations qui partent dans tous les sens, et puis arriver sur des choses qui font pas débat, et en l'occurrence enlever de nos coûts opérationnels notre facture carbone selon le principe assez simple de pollueur-payeur. Bon, donc on va fixer un prix qu'on rendra public, et voilà. Et tout ça, ce sera la semaine prochaine. J'en dis pas plus. On a une conférence de presse dédiée à cet événement. Alors, justement, Yann, je vous fais réagir 30 secondes et je voudrais ensuite avoir l'avis de Christian Gaulier. Il y a une société du CAC 40 qui a commencé à faire un compte de résultats climatique, c'est Kering. Qui fait un petit peu ce que Christian a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qui prend en compte dans son compte de résultats les émissions de CO2 et qui arrive à un profit ou à une perte qui n'a rien à voir avec le compte de résultats. Est-ce que c'est quelque chose que vous seriez prêt à faire ? Oui, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, et à nouveau on communiquera dans le détail la semaine prochaine dessus. Ça, c'est important parce que finalement, je le disais tout à l'heure, les notations aujourd'hui, même sur la partie climat, ne regardent que les efforts relatifs des entreprises par rapport à elles-mêmes. Elles se comparent à une année de référence. Alors il se trouve que nous, c'est 2019 et que d'autres entreprises, c'est d'autres dates, mais c'est toujours pareil. Je regarde mes émissions à une telle date et je regarde comment je diminue. On voit bien que quand on commence à faire un compte de résultat carbone, on raisonne non plus en relatif, mais en valeur absolue. Concrètement, avec l'argent qu'on génère, notre résultat opérationnel, première question, est-ce qu'on est capable de payer notre facture carbone le jour où il y a une vraie valeur sur le carbone? C'est le premier point. Et on se rend compte d'ailleurs, et je me retourne à nouveau vers Vincent là-bas, et je suis sûr qu'il aura des questions après, qu'il y a plein d'entreprises du CAC 40 aujourd'hui, bien connues, qui sont profitables sans payer leur facture carbone, mais qui tout d'un coup passent en perte le jour où on met, alors je crois que tu utilises 100 euros de la tonne, 120. Voilà, à 120 euros de la tonne, il y a plein d'entreprises du CAC 40 qui aujourd'hui ne seraient pas capables de payer leur facture carbone. On voit que ça, tout de suite, ça change la perspective. C'est plus je fais un peu mieux que l'année dernière ou qu'il y a 2-3 ans. C'est à date, l'entreprise n'est pas viable. Christian, vous vouliez réagir? Oui, je suis super content d'entendre ça. Je ne savais pas, Yann, que tu allais sortir ces informations la semaine prochaine. Moi, je n'ai pas honte de le dire, à TSE, on a un partenariat avec Total Energy. Total Energy a un prix interne du carbone de 100 euros la tonne de CO2. Aujourd'hui, tous les projets d'exploitation, d'exploration sont fondés sur un prix de 100 euros la tonne de CO2. Et ce n'est pas uniquement de l'altruisme. Yann vient de le dire, c'est aussi une anticipation d'un prix futur plus élevé qui sera peut-être payé par les entreprises et qui créeront des stranded assets, des actifs échoués. Et c'est d'ailleurs potentiellement un sain instrument de gestion pour Total Energy, comme les fonds de gestion
qui, anticipant une pénalisation plus forte, parce que rappelez-vous, hein, moins 55% d'émissions en 2030 par rapport à 1990 en Europe, alors qu'on n'a fait qu'une réduction de 25% jusqu'à maintenant. Donc en 7 ans, on doit faire plus que ce qu'on a fait en 30 ans. C'est gigantesque. Donc on ne pourra pas imaginer y arriver sans pénalisation des entreprises les plus brunes. Et mettre un prix interne du carbone, c'est anticiper ces évolutions et restructurer la structure du capital de l'entreprise pour se préparer à ces évolutions. Donc c'est aussi un instrument de gestion du risque, des risques très importants. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour les entreprises. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour Yann, j'ai beaucoup de compassion pour vous, parce qu'on vous demande des trucs complètement fous avec des contradictions internes gigantesques. Et moi, je suis heureux d'être un économiste, de pouvoir essayer d'apporter la lumière. Et je pense qu'Uli a le même sentiment que moi. C'est très inspirant de tenir l'ensemble du spectre de la recherche la plus fondamentale, dont Uli a donné un certain nombre d'éléments, jusqu'au débat avec vous, décideurs publics et privés, qui sont confrontés à ces demandes contradictoires de la société française et internationale. Ce sont des très beaux sujets, mais en même temps, je suis très content d'être dans ma tour d'ivoire en quelque sorte, en vous regardant vous à gérer ces conflits. C'est pour ça qu'on vous a mis sur un fauteuil à part. Et j'aime beaucoup le mot de compassion. Et vous avez en fait lancé un petit peu le débat avec la salle. Je crois qu'on a toutes vos vos interpellations, vos interventions ont soulevé beaucoup de questions dans le public. Et je pense que on va maintenant laisser la parole au public. Moi, je crois qu'il faut que je change de place. Voilà. Alors, y a-t-il des questions? Voilà, il y a déjà des questions. Est-ce que vous pouvez... Je vous demanderai simplement de vous présenter avant de poser votre question. Voilà. Oui, bonjour, je suis Bernard Rullier, je suis conseiller à la délégation aux entreprises du Sénat. Alors, pour renforcer la crédibilité de la notation ESG, ne convient-il pas d'évaluer les évaluateurs? Ce rôle a été proposé par l'AMF et par un rapport de la délégation des entreprises du Sénat à l'Autorité européenne des marchés financiers, l'ESMA. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Moi, je peux répondre qu'on est favorable. Je pense que c'est important de... Nous-mêmes, producteurs d'indices, nous sommes régulés. Et on pourrait se dire on absorbe l'ensemble de la régulation à travers la nôtre, mais ce n'est pas suffisant. Et on a effectivement des questions de méthodologie, de transparence. Donc je pense que les acteurs européens ils sont favorables. Après, il y a des questions pas neutres, de savoir qui, comment, qu'est-ce que c'est qu'une agence de notation. Ça a toujours été quelque chose d'un peu compliqué à absorber, dans une situation où sur le crédit, il y avait effectivement un oligopole assez clair et assez résistant. Donc on a avancé à coup de crise. Et ça serait bien de pouvoir construire les choses avant. Je pense que les acteurs les plus structurés, ils sont favorables. Après, il y a des questions de définition parce qu'il y a énormément de continuum dans ce que c'est qu'une notation. Donc, il faut aussi ne pas créer de barrière à l'entrée. Donc, c'est toujours le débat éternel. Mais on voit que si on cherche à avoir de l'impact et des incitations, c'est assez logique de réglementer. En tout cas, la conduite, comme on dit, c'est-à-dire les règles d'exercice et les règles de comportement. Après, je pense qu'il y a un autre sujet qui n'est pas le même, qui est de réfléchir sur les normes elles-mêmes, sur les standards. Oui, c'est ça, effectivement, je vais intervenir aussi là-dessus. Comment évaluer l'évaluateur? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas de consensus sur... Regardez, il a fait référence, la taxonomie européenne, l'exclusion du nucléaire ou l'inclusion du nucléaire ou du gaz naturel comme activité verte ou pas. Je veux dire, la décision a été purement politique et finalement, dans un équilibre diplomatique entre la France et l'Allemagne, quelle est la crédibilité pour les investisseurs d'un outil qui est construit sur un équilibre politique entre deux pays qui ont des mix électriques complètement différents? Donc la crédibilité est cruciale. La crédibilité doit être fondée à la fois sur un espèce de fondement scientifique, rationnel de ce que c'est la responsabilité sociale et environnementale d'une entreprise,
et sur la transparence. Donc ça, c'est le premier point. Je voulais aussi dire, voilà, aujourd'hui, on n'a pas de solution claire. Donc la transparence est importante, mais la problématique nucléaire est absolument passionnante parce que le nucléaire est-il responsable ou est-il irresponsable? Je suis sûr qu'on ferait un sondage ici, on serait, ou avec nos amis allemands, il y a un désaccord sociétal majeur, quoi. Et ça, je pense que, il y a une problématique d'analyse coût-bénéfice. Il faudrait être capable, pour l'ensemble des actions vertes, décarbonation de l'activité de transport, de production d'acier, etc., il faudrait être capable de faire une analyse coût-bénéfice, mesurer des coûts par tonne de CO2 évité, donner la priorité sur les activités, des actions de décarbonation qui sont les moins coûteuses, parce qu'après tout, entre la fin du mois et la fin du monde, il faut quand même gérer le compromis entre notre responsabilité envers le futur et la problématique des fins du mois et des pouvoirs d'achat. Donc, minimiser les coûts de la transition énergétique, c'est quand même quelque chose de pas marginal. Pour l'acceptabilité politique et sociale, c'est important. Tout ça, c'est des impensés, c'est des choses sur lesquelles nous ne parvenons pas à avoir de débat public sur le nucléaire, sur les méga-bassines. Enfin, je veux dire, on peut démultiplier les exemples où il y a un stress social, il y a un stress dans notre société, dans notre économie, dans notre monde, sur qui doit faire quoi, comment. Il y a zéro consensus là-dessus. Et donc, crédibilité et transparence, il en faut. Mais il faut aussi poser des questions clés sur c'est quoi la responsabilité, c'est juste quoi la responsabilité sociale et environnementale des entreprises et comment on définit ça et comment on mesure ça, quelle est la valeur des externalités produites. On est au niveau zéro de la réflexion là-dessus, quoi. Il y a sûrement d'autres questions. Oui. Est-ce que vous pouvez Dominique Bureau, donc du ministère de l'écologie. Moi, j'avais une remarque sur ce qu'a présenté Yann Le Riche, mais peut-être quand même par rapport à ce que tu viens de dire, Christian. Je pense que le problème qu'on a sur ces marchés de notation, enfin vu de loin, ça ressemble quand même à un marché de lemons où personne ne devrait y croire normalement, enfin tellement c'est compliqué, etc. Par contre, corriger le compte de résultat avec les tonnes de carbone valorisées, ça peut être, je pense que ça doit être défendable et donc je pense qu'il faut trouver le moyen de vraiment le saluer et de dire que c'est comme ça qu'il faut faire et que c'est en le mettant dans les comptes que ça peut être crédible, plus encore que simplement dans l'évaluation interne des choix d'investissement. Je crois qu'il y a vraiment un enjeu à dire, parce que Christian dit qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire. En réalité, on sait quand même que ça, c'est la bonne méthode. Alors j'avais néanmoins une petite question, est-ce que vous mettez aussi les émissions de vos fournisseurs, enfin les différents scopes, etc. Voilà. Puis j'avais une autre question pour Christian. Il nous a suggéré comment on pourrait faire un WACC social au fond, mais il y a éventuellement, si Euronext le fait, les gens peuvent aller sur une autre place. Enfin, il y a le problème de la fuite financière et est-ce qu'il y a des coopérations qui s'esquissent pour éviter ça ou comment on peut traiter ça, quoi. Comment Euronext est avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes outils, quoi. Yann, vous avez été un petit peu interpellé justement sur le compte de résultats climatique, si j'ose dire, ou carbone. Alors, nous, on fait deux calculs. Un calcul scope 1, scope 2, plutôt une vision à minima, et scope 1, scope 2 et scope 3. On sait très bien que, là encore, le diable se cache dans les détails. Si on prend en compte le scope 3, on fait du double compte. Notre scope 3, c'est le scope 1 et 2 de quelqu'un d'autre. À l'inverse, ne pas prendre en compte le scope 3 du tout ignore le fait qu'on soit propre ou sale dans une chaîne de valeur qui est elle-même propre ou sale, et ça a son importance. Bon, en réalité, et pour le plaisir du débat, c'est encore plus compliqué que ça, parce que le scope 3 ne dit pas tout. Il y a aussi le scope 4 qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte. C'est les émissions qu'on fait éviter aux autres, parce qu'à nouveau, scope 1, scope 2, scope 3, c'est toujours vis-à-vis d'une entreprise. Et ce que je disais tout à l'heure, avec une voiture qui traverse la Manche chez nous versus un ferry, on voit bien que si on demande à chaque entreprise de faire un effort, eh bien, on est dans une logique où on pense qu'un optimum global, c'est la somme de minimums locaux. Et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'optimisation, il faut l'avoir au total.
Alors, pour être à nouveau très concret, pour pas que ce soit théorique, nous, finalement, transport sous la Manche, on transporte des voitures de tourisme. Si vous allez à Calais avec votre voiture, vous pouvez rentrer dans un train Eurotunnel et vous retrouver en Grande-Bretagne. On pourrait dire, ah, votre train, c'est bien, ils sont plus propres parce qu'ils sont électriques que le ferry qui passe à côté. Néanmoins, n'oubliez pas, vous êtes dans un Scope 3, une chaîne qui n'est pas très propre parce que c'est de la voiture en amont, en aval. D'accord ? Bon. Alors, effectivement, c'est le même que pour les ferries, mais notre Scope 3, on peut imaginer qu'il soit bon. Sauf que l'alternative à la voiture, c'est le train, si on va jusqu'au bout du raisonnement. Et une voie ferroviaire entre la France et la Grande-Bretagne, il n'y en a qu'une, c'est nous. Et ça, même dans le Scope 3, on ne le voit pas. Donc, on voit bien que on est, je pense, tous d'accord pour dire que sur le carbone, on a de la chance, on sait mesurer bien mieux que sur les autres aspects ESG qui sont plus compliqués, la diversité, etc. On voit bien que ça va prendre des années avant d'arriver à des consensus. Et ce que disait Christian sur le nucléaire, enfin, tout ça nous amène dans des débats très, très longs. Le carbone, c'est plus simple. Il ne faut pas non plus aller plus loin. Einstein disait il faut rendre les choses aussi simples que possible, mais pas plus. Là, c'est la même chose. Même sur le carbone, on voit bien que Scope 1, Scope 2, Scope 3, c'est une vraie discussion. Le Scope 4 contre. Et donc, voilà, ce n'est pas tout à fait aussi facile que ce qu'on pourrait imaginer. Bon, en tout cas, on a choisi de communiquer sur 2 chiffres, 1 et 2, et 3, et même 3, parce que c'est un peu maximaliste. On est sûr de ne pas pouvoir être attaqué là-dessus. Christian, il y a une partie de la question qui vous concernait. Oui, mais non. Oui, enfin, je veux dire, c'est fou, quoi. On rentre dans une complexité monstrueuse. Impliquer le Scope 3 et le mettre à la charge. Donc, le Scope 3, c'est vous utilisez, enfin, Total Energy vend de l'essence à moi, et Total Energy serait responsable du CO2 que j'émets avec l'essence que j'ai achetée et que j'utilise j'utilise dans ma voiture. Ben, c'est absurde. Si Total Energy décide de plus vendre son litre d'essence à moi, je vais aller acheter mon litre d'essence chez Esso à côté, quoi. Donc ça n'a aucun sens. Il faut responsabiliser chaque acteur tout au long de la chaîne de création de valeur et de consommation, chaque acteur au niveau de sa propre émission de CO2. Et le consommateur doit payer pour les émissions de CO2 qu'il engendre en utilisant de l'essence dans sa voiture. Total Energy doit payer pour le méthane qu'il émet dans l'atmosphère par l'extraction du pétrole et du gaz naturel qu'il utilise pour me livrer mon essence à la pompe, etc. etc. Sinon, on fait double, triple, quadruple. Et si vous avez une chaîne de production et de consommation avec 10 opérateurs, vous allez multiplier par 10. Vous avez un double comptage, un comptage 10 fois. Donc, c'est absurde. Donc, il faut responsabiliser chaque acteur, producteur et consommateur au niveau de ses propres consommations de CO2, parce que c'est cet acteur-là qui est responsable et c'est lui qui peut décider de faire autre chose que d'émettre du CO2. Si sur le WACC social, vous aviez été interpellé également là-dessus. Donc effectivement, le monde de la finance peut inciter les entreprises en jouant sur le coût du capital, hein, le weighted average cost of capital, oui. La WACC. Nous, les économistes, on pense que la meilleure chose à faire, c'est de mettre un prix sur le carbone et d'appliquer le principe pollueur-payeur pour faire que, effectivement, tout acteur qui émet du CO2 paye pour le dommage qu'il engendre. Et mettre un prix qui est égal au dommage marginal engendré par cette tonne de CO2 émise. Si on demande au monde de la finance, si on reconnaît que pour l'instant, la tarification du carbone dans le monde, on n'y est pas, et bon, en Europe, on est un petit peu en avant-garde avec un prix de la tonne de CO2 sur le marché ETS qui frôle les 100, je n'ai pas regardé récemment, mais les 100 € par tonne de CO2. Donc c'est considérable par rapport à d'autres pays, mais à d'autres régions du monde, mais c'est encore en dessous de ce qu'il faudrait. Moi, je pense qu'il faudrait une tonne de CO2 valorisée autour de 180, bientôt 200 € la tonne de CO2, et peut-être 300 en 2030. Donc on en est loin, et donc on demande aux entreprises et aux épargnants de jouer le rôle qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer et qui ne savent pas trop comment faire parce qu'ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas la compréhension. Donc idéalement, si on voulait que le monde de la finance fasse les choses équivalentes de ce qu'il faudrait faire, que de ce qu'elle devrait faire, c'est donner le même niveau d'incitation pour
et faire réaliser tous les efforts de réduction des émissions de CO2 qui coûtent moins que le prix du carbone, disons 200 € la tonne de CO2, le monde de la finance pourrait faire l'équivalent en faisant en sorte que le coût du capital des entreprises qui émettent une tonne de CO2 soit globalement 200 € supérieur à l'entreprise, la même entreprise qui n'émettrait pas cette tonne de CO2. C'est un truc vachement compliqué, hein, et le risque d'overshooting, il est énorme, quoi, hein. Le risque d'overshooting, c'est de ne plus financer Total Energy, qui pourtant produit un bien qui est encore aujourd'hui et pour quelques années encore indispensable, notamment à notre mobilité, hein, et qui a créé de la valeur sociale très importante, parce que les alternatives, les biofuels, hein, ils sont très très chers à produire et ils seront jamais capables de se substituer à 100% à l'essence liquide que nous avons aujourd'hui. Donc elle crée de la valeur sociale et lui augmenter massivement son coût du capital parce que c'est une activité brune est une erreur, hein. C'est pas du tout 200 € la tonne de CO2 aujourd'hui, avec même 200 € la tonne de CO2, on utilise encore de l'essence pour se transporter pour quelques années. Yann, vous vouliez Yann, de 30 secondes. Une petite réaction. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Ouais, vous avez compris, on a un point de désaccord avec Christian sur les scopes. Effectivement, le scope 1 et 2, c'est le nôtre. Et même le scope 2, on pourra en discuter, puisque quand on achète de l'énergie qui est déjà soumise au marché ETS, d'une certaine façon, il y a déjà eu, donc on fait là aussi du double compte sur le scope 2, Christian. Et donc c'est pour ça, pour sortir de cette controverse, qu'on a choisi, donc je le disais, de publier 2 chiffres, un scope 1 et 2, un scope 3. Le point de désaccord, c'est sur le scope 3. Effectivement, ce ne sont pas nos émissions, mais ne pas du tout donner d'indication sur le scope 3, c'est quand même ignorer la chaîne de valeur. On est une entreprise. Si notre écosystème ne fonctionne pas, parce que les produits, on n'est pas capable de les acheter ou de les vendre, on a un problème. On est inscrit dans une chaîne de valeur, et donc cette indication, même si le calcul, je suis d'accord, est faux, donne malgré tout, puisqu'on fait du double compte, donne malgré tout une indication qui est absolument indispensable. Être propre dans une chaîne qui est sale, c'est quand même un problème, et ce message-là, on ne l'a pas si on se concentre sur uniquement scope 1. Merci beaucoup Yann. Une autre question ? Oui, bonjour. Donc, Guillaume Lasserre, donc, responsable adjoint des gestions chez la Banque Postale Asset Management. Et moi, j'ai une petite question un peu théorique, c'est-à-dire que c'est assez séduisant d'entendre que en fait, notre métier, ça peut être autre chose que maximiser un rendement sous contrainte de risque et d'aller essayer de chercher une fonction de bien-être qu'on observe par ailleurs, hein. Il y a des gens qui font des donations, ils n'utilisent pas que leur capital pour produire de l'argent. Donc ça, c'est assez séduisant. La réalité, c'est que quand on écoute, les seules choses concrètes qu'on arrive à faire, c'est donner un prix. C'est-à-dire, on arrive à parler du carbone parce qu'on donne un prix au carbone. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une fonction de bien-être. On arrive à faire ce lien entre l'externalité et un prix et finalement revenir à maximiser du profit. Donc, est-ce que c'est un verrou mental qui nous condamne à, quand on va parler du social ou du devoir de vigilance, qui sont les prochaines choses qui arrivent, il faut qu'on fasse ce lien? Ou est-ce que les économistes vont réussir à nous donner des fonctions optimisées qui sont pratiques dans la capacité à allouer le capital? Alors j'ai la chance d'être au comité de mission de la Poste. Donc je compatis aussi à vos sujets que je regarde depuis 2-3 ans maintenant. Alors, donner un prix interne du carbone, hein, pour déterminer si le postier il doit prendre son vélo ou bien s'il peut avoir un vélo électrique ou même une petite mobilette à moteur thermique, faire l'analyse co-bénéfice de ça et intégrer dans sa analyse co-bénéfice une valeur du temps et une valeur du carbone. C'est une façon de déterminer la création de valeur sociale de la transformation du métier du postier, de sa camionnette vers son vélo avec la petite benne pour transporter les colis. Ça peut se faire à différents endroits, mais pas partout, parce que les coûts sont différenciés dans la distance, les distances et la densité de la population. Donc il y a toutes ces choses à faire. Mais c'est vrai que pour d'autres, donc ça c'est assez facile à faire.
faire, et je rejoins ce que Yann a dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus compliqué pour les autres dimensions de la responsabilité sociale de la Poste, le contact humain, la biodiversité. Donc moi, j'entendais lors de ces réunions du comité l'idée de mettre des nichoirs dans le jardinet autour du guichet postal. Voilà, c'est bien sûr, mais c'est la biodiversité, c'est un extraordinaire exemple. Autant, comme disait Yann, sur le climat, on a CO2, méthane et 2-3 autres gaz à effet de serre. C'est relativement facile à mesurer et c'est de plus en plus obligatoire et c'est tant mieux. Donc on peut après donner une valeur à ça et pour déterminer, intégrer ça dans une analyse coût-bénéfice. Autant pour la biodiversité, on ne sait même pas mesurer. On sait même pas mesurer l'impact d'une action sur la biodiversité. La biodiversité, c'est un truc protéiforme. Donc donner une valeur à la biodiversité, ça, aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et il y a 20 ans, TSE s'était mis à travailler sur la problématique d'économie de la biodiversité. On a arrêté parce que aujourd'hui, c'est un truc, c'est aujourd'hui ingérable au niveau scientifique et donc au niveau de l'entreprise, je ne sais pas comment vous pouvez faire, quoi. Donc il reste dans cette problématique de responsabilité sociale des entreprises des tas de questions non résolues et probablement non résolues pour beaucoup, beaucoup d'années encore. Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce qu'on arrive à la fin de cette première rencontre? Non, j'ai été obligé de prendre la parole puisque vous m'avez cité. Merci Yann. Oui, effectivement, j'ai entendu que des vérités quasiment ce matin. Tout a été dit. Je rejoins Christian Gaulier, il faut faire simple. La notation ESG, c'est d'une complexité incroyable. Il y a une semaine, le Financial Times a annoncé que MSCI revoyait toute sa notation. Les gens qui étaient AAA deviennent A. C'est quoi ce truc? On ne peut pas se baser là-dessus. Il faut revenir à de la simplicité. Il y a 200 critères d'un côté, il faut revenir à des trucs simples. Le truc qu'on peut mesurer, effectivement, c'est le CO2. Faisons un calcul d'EBITDA, ajuster la facture carbone. Il y aura d'autres sujets, il n'y a aucun problème là-dessus, mais commençons par ça. Et ça donne beaucoup de clarté. Et vous verrez que quand vous creusez ça, ça fait 4 ans qu'on est là-dessus, on a monté un site qui s'appelle scorecarbone.fr, on arrive quasiment à résoudre toutes les questions. Le scope 3, effectivement, c'est un sujet, vous ne pouvez pas ne pas en tenir compte. Parce que si un jour le carbone a un prix, vos clients ils vont partir parce que vos produits sont trop chers. Donc votre chiffre d'affaires va baisser. Vous ne pouvez pas ne pas tenir compte de ça. Le scope 4, moi je prédis un grand avenir à Getlink. Pourquoi? Parce que leur chiffre d'affaires va augmenter. Les gens vont aller vers les solutions décarbonées puisque ça sera moins cher. Donc voilà, donc, quand vous regardez tout, vous voyez que ce système d'EBITDA ajusté, il boucle. Souvent, c'est ce qu'on nous dit. Ton système, il boucle. Il met le doigt, effectivement, sur les vrais enjeux. Voilà, donc ça existe déjà. Scorecarbone.fr, c'est mon quart d'heure d'auto-promo. Mais on a regardé tout ça depuis 4 ans. Et franchement, c'est ce qu'il y a de plus simple, de plus opérationnel. Croyez-moi. Est-ce que, Delphine Damarzit, le président de la République, lors de sa campagne pour sa réélection l'année dernière, avait dit qu'il s'engageait à ce qu'il y ait désormais les dirigeants d'entreprises soient aussi, il y a une sorte de climate unsay désormais. On commence à y venir, en tout cas ça, dans les rémunérations des dirigeants, il y a maintenant une part très forte sur le climat. Est-ce que la place, alors vous ne représentez pas toute la place de Paris, mais est-ce que la place peut faire quelque chose pour qu'on aille justement vers cette EBITDA carbone généralisée pour toutes les entreprises? Alors oui, effectivement, je ne vais pas répondre pour toute la place. La place a lancé autour d'Europlace un institut de la finance durable qui s'intéresse à un certain nombre de problématiques et notamment qui a pour but que les entreprises fassent porter davantage leur voix dans les débats en cours sur la standardisation et sur les trajectoires. Donc c'est un lieu qui s'est voulu justement au milieu des différentes problématiques et pas capturer une partie. Je suis d'accord avec Christian que sans une clarté des États, on n'aura pas entièrement bouclé.
Et en même temps, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas commencer aujourd'hui. Voilà, donc on a cette démarche collectivement. Moi, je fais partie du conseil d'administration de cet institut avec d'autres qui prend la suite de Finance for Tomorrow. Et le constat, c'était qu'il fallait absolument que les entreprises soient partie prenante à ce débat. Au moment où ça se construit en Europe, il faut peser parce que ça ne va pas être un débat d'experts comptables, hein, avec tout le respect qu'on a pour eux, évidemment. Très bien. Il va être l'heure de conclure. Je pense qu'il y avait encore beaucoup de questions. Je vais demander à Yann de tirer un petit peu les conclusions de cette première rencontre du climat. Oh là, merci. Alors, conclusion, je ne sais pas. Vous avez compris, hein, l'objectif, c'est d'essayer de faire avancer les choses sur la base de la science, puisque derrière, on a des entreprises à faire tourner. Et vous l'avez compris, on essaie de faire les choses de la façon la plus efficace possible. Hein. Ouli a donné le nom de la chaire, hein, c'est Initiative for Effective Corporate Action. Donc c'est bien cette notion d'efficacité qu'on essaie de mettre en avant, essayer de trouver notre chemin au-delà des modes et des mauvaises règles. Des sujets, on en a beaucoup, et donc on fera ce type d'événement. C'était le premier, mais qui a vocation à se reproduire environ 3 fois par an. Voilà, donc on sera très heureux de vous réinviter tous à nouveau pour échanger sur d'autres sujets autour du coût du capital et autres. Il y a beaucoup de choses que la recherche nous apprend et qui nous permettra de continuer à progresser ici tous ensemble. L'avenir est ce que vous faites maintenant, nous dit Gandhi sur le mur à droite. Je pense que c'est la parfaite phrase pour le mot de la fin. Merci. Bravo. Alors, au nom du public et de Getlink, je vous remercie à tous, Ulrich Hegge, Christian Gaulier et Delphine Damarzit, d'avoir consacré un peu de votre temps ce matin à ce débat. Et effectivement, on attend tous avec impatience la deuxième rencontre du climat. Merci beaucoup.